Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Vous le savez, nous sommes en direct et nous sommes le jeudi 3 mars et comme tous les soirs, nous allons essayer avec vous, pour vous, de décrypter ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission, sur le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir avec les invités qui ont accepté de nous rejoindre sur le plateau. Mehdi Rafahi, vous êtes président de la commission e-commerce de l'APEBI, Fédération marocaine des technologies d'information, des télécommunications et de l'offshoring. Et vous êtes gérant du cabinet e-business consulting solutions. Merci d'être avec nous ce soir. Samira Gouloum, vous êtes directrice générale de Maroc Télécommerce, opérateur de paiement multicanal. Vous êtes filiale du CMI, le Centre Monétique Interbancaire. Bastien Moreau, vous êtes co-directeur du site de vente en ligne Jumia Maroc. Et enfin, Rachid Dahbi, vous êtes directeur général d'Averti Market Research Intelligence. Vous venez notamment de publier avant-hier un rapport sur les tendances d'utilisation d'Internet pour l'année 2015. Merci d'avoir répondu à notre invitation. 2,5 millions, c'est le nombre d'opérations de paiement en ligne enregistrées en 2015 par le CMI, le Centre Monétique Interbancaire, pour une valeur de 1,33 milliard de dirhams de transactions. Depuis quelques années, nous, Marocains, avons découvert les joies du paiement en ligne avec la possibilité de régler nos factures d'eau, d'électricité, de téléphone, d'acheter des billets d'avion, de profiter de promotions ou encore de payer ses impôts sans bouger de sa chaise, notamment cette année avec l'expérience du paiement de la vignette automobile. Pourtant, la croissance du secteur reste timide. Pourquoi? La confiance est-elle de mise chez le consommateur? Nos transactions sur Internet sont-elles suffisamment sécurisées? L'offre des sites marchands est-elle suffisante? Les mentalités ont-elles suffisamment évolué? E-commerce, encore beaucoup à faire, c'est le titre de l'émission de ce soir. Un nouveau tournant dans l'économie marocaine. Le commerce électronique ne cesse de s'imposer. Et pour renforcer la confiance des utilisateurs des sites marchands, le label ITIC de la CGEM pour le commerce électronique a été mis en place. Un autre objectif, promouvoir le développement du commerce au Maroc. Le label ITIC est aussi un gage de conformité de l'entreprise à la réglementation en vigueur. Il s'applique aux sites commerciaux identifiés ainsi qu'aux sites commerciaux associés ou liés, quel que soit leur localisation géographique au Maroc. Pour ce qui est des critères de labellisation des sites marchands, il s'agit entre autres de la transparence, du respect du droit du consommateur, de la sécurité de la transaction et de l'amélioration continue. Les efforts se multiplient donc pour développer un secteur en pleine effervescence. Les commerçants et e-marchands affiliés au Centre Monétique Interbancaire ont enregistré 2,5 millions d'opérations de paiement, des paiements effectués par carte bancaire marocaine et étrangère en 2015. Une performance de 22,5% en termes de nombre et de 12,4% en montant par rapport à 2014. Les sites affiliés au CMI ont réussi à atteindre en 2015 un montant de 1,33 milliard de dirhams. Et en tête de liste des plateformes qui ont le vent en poupe au Maroc, les sites de deal et les marketplaces, une nouvelle alternative pour les commerçants marocains. Bien, alors ce soir on va essayer déjà de faire un état des lieux du commerce électronique, des paiements en ligne, des comportements d'utilisation sur Internet, d'achat en ligne et surtout de parler de sécurité et de l'avenir, finalement de voir dans quelle mesure le e-commerce est-il ou pas rentré dans les mœurs. Alors, Samira Gouloum, vous êtes la patronne de Maroc Télécommerce, filiale du Centre Monétique Interbancaire. C'est vrai que en début d'année, on a l'habitude d'avoir les chiffres de l'année précédente. Est-ce que 2015 a été une bonne année pour le commerce électronique au Maroc? Difficile de le confirmer en absence de chiffres sur l'activité d'une manière générale. Il y a eu, comme ce qui a été indiqué, une progression assez intéressante, mais pas très encourageante par rapport à tout ce qui est opération faite par paiement en ligne. Mais ce qui a progressé principalement, c'est l'activité paiement en ligne, des prestations de facilité, factures, taxes et autres. Les secteurs traditionnels tels que le secteur de tourisme, tout ce qui est vente de billetterie et autres. Sur l'activité e-commerce proprement dite de vente de produits et de services, il y avait, on va dire, une petite stagnation, voire quelques régressions sur quelques natures d'activités de vente de produits. Donc, d'une manière générale, dans un secteur, il y a encore des choses à faire. On pense que c'est pas très intéressant ce qui a été réalisé, qu'il y a beaucoup de choses encore à promouvoir.
Alors, la dynamique, est-ce qu'elle est là? C'est-à-dire, vous me dites, bon, il y a une progression qui est timide, qui est peut-être pas encore assez satisfaisante. 2015 a été quand même une assez bonne année. Est-ce que ça préfigure pour 2016 une mauvaise année en termes de commerce électronique? On n'espère pas. On espère que 2016 sera une très bonne année pour le e-commerce. En fait, il y a plusieurs initiatives qui sont menées par différents acteurs, qu'ils soient publics, privés ou institutionnels, pour justement lever tous les freins qui sont sous-jacents à la croissance du e-commerce au Maroc. Alors, bon, au niveau de l'édito, on a entendu parler du label donc Ethiqa. C'est Ethiqa, oui, Ethiqa. Pas éthique, Ethiqa. Oui. Donc ce label est un label qui a été travaillé, donc c'est un label qui est porté par la CGM. Ce label a été conçu par un nombre très important d'acteurs qui ont associé donc le ministère, des associations de consommateurs et des professionnels du secteur. Et l'objectif de ce label est vraiment d'agir sur deux axes. Donc l'axe qualitatif des e-marchands, c'est-à-dire de pousser les marchands à améliorer la qualité de leur processus, de leur système d'information. Et le deuxième axe, qui est aussi important pour nous, c'est d'améliorer la confiance du consommateur en ligne. Et en fait, comment est-ce que ce label... D'où le nom du label. D'où le nom du label Terra. Et éthique aussi, qui est aussi dans le même... Et en fait, l'objectif de ce label, c'est de pousser les marchands à adopter un certain nombre de bonnes pratiques sur le web et de respecter l'intégralité de l'arsenal juridique qu'il y a au Maroc. Donc pourquoi est-ce qu'on pense que 2016 sera une bonne année au Maroc? Parce que les premiers labels ou les premiers... les entreprises qui ont qualifié à obtenir les premiers labels donc, vont être labellisées incessamment sous peu. On n'a pas encore une date bien précise, mais ça ne saurait tarder. Et nous espérons que, et aussi grâce à ce type d'émission, donc justement de vulgariser, banaliser le concept du e-commerce au Maroc. Alors il faut bien lire entre les lignes, les chiffres, parce que vous avez bien parlé des types d'opérations qui se font en ligne. Il y a énormément de paiements qui se font pour ce que vous avez appelé les paiements de facilité, à savoir payer les factures d'eau, d'électricité, de téléphone. Avant de prendre l'antenne, vous disiez que justement on est en plein, là on est dans le pic de paiement parce que les coupures, ça intervient maintenant lorsqu'on ne paye pas sa facture. Donc vous avez un pic de paiement en ligne à ce niveau-là. Et puis il y a tout ce qui est achat de produits, de services divers sur Internet. Bastien Moreau, à ce niveau-là, vous êtes à la tête de Jumia, qui est un site de vente en ligne. Ça, c'est aujourd'hui votre site. Il a eu une dynamique de croissance qui est intéressante. Il a su s'insérer sur le marché, sachant qu'on parlera de beaucoup de sites qui ont disparu aussi. Hein. Oui, exactement. Nous, on a eu la chance d'avoir une année 2015 extrêmement faste, qui a très très bien marché. On a eu une croissance, on a multiplié par 3,5 le chiffre d'affaires. Donc nous, on voit qu'il y a une vraie appétence des Marocains pour le e-commerce. Surtout, on voit que les comportements sont en train de s'intensifier. On a organisé entre autres un événement qui s'est appelé le Black Friday, où on a fait un énorme buzz et on a réussi à attirer un nombre jamais vu de Marocains sur notre site. On a eu 300 000 visiteurs en une journée. On a eu 30 000 commandes en une journée, donc vraiment des résultats bien au-delà de nos espérances qui nous montrent qu'il y a une vraie intensification de la demande, du plaisir et de la volonté des Marocains d'acheter en ligne. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que les habitudes d'achat au Maroc en ligne ne sont pas les mêmes que ce qu'on peut voir aux États-Unis, en Europe. Il y a une énorme partie des clients, surtout des nouveaux clients, qui payent en cash à la livraison. Aujourd'hui, 98% des clients qui achètent sur Jumia payent encore en cash à la livraison, par facilité. Donc là, vous, ça vous plaît pas, ça, parce que ça, on paye pas en ligne à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en gros, c'est de la vente par correspondance. C'est-à-dire que le concept aujourd'hui, ce qui fonctionne bien, c'est la vente par correspondance. C'est-à-dire qu'on voit son produit sur Internet, on le commande, on est livré, on paye à la livraison, cash à la livraison. Exactement. C'est quelque chose qui permet de créer la confiance. Aujourd'hui, il y a une vraie défiance. Historiquement, il y a une vraie défiance des Marocains vis-à-vis de l'achat en ligne, qui est aujourd'hui plus justifiée parce qu'il y a des systèmes de paiement qui sont fiables, qui sont sécurisés, qui sont assurés. Mais surtout, ce qu'on voit dans les comportements des premiers achats, c'est très souvent cash à la livraison. Une fois que le client a fait sa première commande, a vu qu'il était livré, que le produit était de qualité, que s'il y a un problème, il pouvait le retourner, là, on voit que petit à petit, il y a une conversion sur le deuxième, le troisième, le cinquième achat sur un autre moyen de paiement qui est le paiement en carte de crédit à l'achat. Mais c'est jamais sur le premier achat, ça demande quand même d'avoir eu l'expérience, d'avoir déjà acheté et de voir que, en fait, ça marche.
Alors, on reviendra bien sûr sur la sécurité, parce que c'est vrai que la grande question, c'est la sécurisation des transactions sur Internet, hein, la peur de la fraude, la peur de se faire hacker son numéro de compte bancaire. Vous avez parlé de comportement, finalement. Est-ce qu'on connaît le comportement des utilisateurs marocains? Et c'est là où, Rachid Dabi, vous avez lancé une étude sur le comportement. Oui. Alors, plus largement, j'ai jeté un coup d'œil aux résultats de l'étude avec ce qu'on appelle des tri à plat, hein, c'est-à-dire qu'on a des questions avec des réponses toutes simples sur les habitudes d'utilisation d'Internet, sur quel type de support on utilise Internet, combien de temps on reste sur Internet. Et il y a tout un volet qui est dédié à l'achat et au paiement en ligne. Alors, exactement. Qu'est-ce qui ressort finalement en termes de grosses tendances? Donc avant de répondre à votre question, je me permets de réagir par rapport à ce qui a été déjà dit. En fait, moi, je considère le marché comme un tunnel de conversion. Aujourd'hui, on est sur un taux de pénétration de un peu plus de 60%. Et c'est dans la majorité... 60% de quoi? D'Internet. L'utilisation d'Internet. Dans la majorité, c'est des gens qui ont une utilisation assez légère d'Internet. Donc, ils regardent principalement de la vidéo, les sites d'information, les réseaux sociaux. Ensuite, on a une catégorie qui familiarise aussi avec l'achat et la vente sur Internet, mais plutôt sur des plateformes de sites de petites annonces. On a une deuxième catégorie de gens qui ont déjà acheté sur des sites e-commerce, mais qui ont payé en offline. Et on a une toute petite partie de gens qui achètent sur Internet et qui paient sur Internet. Alors maintenant, pour avoir plus de conversion, l'initiative de l'APB est très intéressante à travers un label Itira, dans ce sens, pour donner plus de confiance aux gens. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va avoir un impact très important de façon à bouleverser les habitudes chez les consommateurs? Honnêtement, j'en doute un peu pour deux raisons. La première, c'est que d'ailleurs sur la base des résultats de notre étude, la première raison pourquoi les gens achètent sur Internet, c'est le prix. Donc on est sur un marché qui est drivé par le prix. C'est le virtuel qui est rattrapé par les considérations de base dans le commerce classique. Et donc aujourd'hui, un utilisateur devant un site avec le label Itira et en face de lui un autre site sans label mais moins cher à 5-10%, je suis presque sûr qu'il va opter pour ça. Deuxième raison, c'est que ce label, enfin, je m'entends parler pratiquement depuis 3 ans, 4 ans maintenant. Oh, ça fait longtemps. Juste pour sa mise en place, je me demande, une fois qu'il est mis en place, est-ce que la partie opération sera vraiment efficace du moment que ça a pris autant de temps pour que ça soit adopté par les différents sites. Et encore, je pense que la majorité l'ont pas encore mis en place. Donc, enfin, je suis pas très confiant par rapport à son adoption. Bon, on reviendra sur cela. Un critère très important pour qu'il réussisse, c'est la fiabilité. Donc, il faut vraiment qu'il y ait toute la partie opérationnelle derrière, en termes de contrôle, de vérification, la partie légale, soit efficace pour les gens, fassent confiance. Et deuxième chose, la communication. Donc, un label que les gens connaissent pas, ça sert à rien finalement. Donc, il faut. Alors, on reviendra sur le label et sur son utilité, sur sa genèse finalement. Est-ce que ça va vraiment avoir des impacts? Parce qu'il y a beaucoup de labels qui sortent notamment de la part de la CGEM, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit pour d'autres métiers qui permettent de sécuriser la chose. Mais il y a un élément aussi qui existe en termes de labels sous-jacents, c'est par exemple les plateformes de paiement qui adoubent entre guillemets des sites. C'est-à-dire quand je vais sur un site, quand un Marocain va sur un site internet, quelle est la meilleure manière pour être sûr que c'est un site qui est conforme, en qui il peut avoir confiance? Exactement. Quand on parle de la confiance, en fait, elle est construite sur la base d'un certain nombre de paramètres qui peuvent être le cadre légal, qui peut être le contenu ou le sérieux du marchand, son historique et en fait toute l'expérience des utilisateurs autour de ce site qui confirme que la prestation et l'engagement est toujours honoré, mais également le fait que le paiement en ligne est proposé. J'ai vu dans les indicateurs qui sortent après le prix, il y a le critère de la sécurité de paiement. C'est pas parce que le client a forcément besoin du paiement en ligne pour faire l'opération, mais le fait d'avoir un site qui accepte le paiement en ligne voudrait dire que derrière que c'est un site d'abord qui existe, qui a signé des contrats engageants, qui respecte un certain nombre de réglementations qui n'est pas uniquement à l'échelle locale mais internationale
Et le plus important, c'est qu'en cas de litige, il y a un recours qui est très simple, parce que c'est important d'avoir un cadre légal, mais en cas de litige, il faut qu'on sache vers qui s'orienter et dans quel délai on peut avoir raison. Et c'est là où on a l'intérêt de l'utilisation de la carte de paiement, parce qu'elle apporte, en plus de la facilité et d'un certain nombre d'avantages, une garantie de remboursement en cas de litige. Donc s'il y a un site qui ne respecte pas ses engagements, il y a un recours très simple via l'agence bancaire. On peut réclamer la non-livraison, la non-conformité du produit. Il y a un délai fixe pour être remboursé, ce qui n'est pas forcément le cas dans le cas du paiement à la livraison. C'est vrai que je rejoins Bastien que pour la première expérience, découvrir le contenu et le sérieux du marchand peut être fait à travers le paiement à la livraison pour constater le produit, est-ce qu'il est conforme. Mais de mon point de vue, il est toujours intéressant de convertir rapidement cette relation, à la fois pour le marchand, parce que c'est important pour le marchand d'avoir une garantie de paiement avant d'engager des dépenses et de livrer des produits qui peut-être risquent de ne pas être livrés à destination, d'être restitués à des coûts, je pense, qui sont engendrés. Et il est dans l'intérêt aussi du client d'avoir un bon produit et d'être encouragé à utiliser le paiement en ligne pour qu'il soit aussi couvert. Donc c'est tout un système qu'il faut développer avec la promotion et la communication. Quand je parle de ces mécanismes de sécurité, normalement, tous les consommateurs doivent connaître ces recours, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Parfois, il y a des clients effectivement qui s'adressent à leurs agences bancaires et qui n'ont pas l'impression d'être couverts sur un certain nombre d'aspects. Donc il y a une défaillance, on va dire, en termes de communication, de sensibilisation qu'il faudrait couvrir, que ce soit à travers les marchands, les institutions et les banques. N'importe qui peut monter un site marchand? Ça aussi, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et oui, bien sûr, tout le monde peut monter un site marchand. Tout le monde a le droit de se constituer en entreprise et de monter un site marchand. Donc, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Rachid. Donc, c'est pas une initiative de l'APEBI, c'est une initiative de la CGM et du ministère du Commerce et de l'Industrie. Vous parlez du label, il tire. l'APEBI est partenaire. L'APEBI est partenaire. C'est une initiative nationale. Moi, je suis plus que confiant que ça va améliorer de manière drastique la confiance sur Internet des consommateurs, parce que le label couvre absolument tous les types d'activités sur Internet, que ce soit de la vente de produits ou de services, que ce soit fait par une entreprise privée ou une entreprise publique. Donc ensuite, le label couvre l'intégralité des activités du marchand, c'est-à-dire qu'il soit par carte ou par espèce, ou par paiement en livraison, ou type de n'importe quelle source de paiement. Et donc en fait, d'où cette réflexion vient? Elle vient du fait que lorsque aujourd'hui on pose la question aux Marocains pourquoi est-ce qu'ils ne consomment pas suffisamment sur Internet, ils disent parce qu'on n'a pas confiance. Et donc cette confiance qu'on fait pour la bâtir, donc il y a un certain nombre de mécanismes. Moi, j'adhère à 100% à ce que dit Samira. Elle dit que, clairement, il y a une procédure contraignante de Maroc Télécommerce. Quand je dis contraignante dans le bon sens, de dire que l'entreprise existe, etc. Et qu'elle doit qualifier un certain nombre de critères. On va juste préciser que Maroc Télécommerce fait partie des 4 plateformes de paiement qui existent. Il n'y a pas seulement Maroc Télécommerce. Mais alors, le label ETIRA, lui, a une couverture globale de la transaction et pas que de la transaction de paiement. La transaction de paiement est une des parties de la composante de la transaction e-commerce. Et donc, elle prend en charge l'ensemble des aspects donc de protection de données personnelles, de protection de consommateurs, de réalisation de la commande et de la manière dont dont les marchands, par exemple, sont obligés par le label à recourir à une voie amiable en cas de litige, etc. Il y a un ensemble de mécanismes qui sont là pour justement garantir que les droits du consommateur ne sont pas bafoués. Alors justement, il y a une mesure qui existe dans la loi de protection du consommateur, c'est le droit de rétractation, qui est d'une semaine à partir du moment, mais qui est aussi couvert par tout ce qui concernait la vente par correspondance. C'est pas nécessairement, c'est en gros votre cœur de métier. Vous l'appliquez, ce droit de rétractation, vous par exemple, dans votre site, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres sites? Bien sûr, bien sûr. On est obligé, c'est la loi. Et en plus, nous... Les gens l'utilisent, je veux juste savoir. Est-ce que les gens sont au courant? Est-ce que les gens l'utilisent? On a 2% de taux de retour. Donc sur tous les produits qui sont livrés, 2% sont retournés, soit parce que le client a changé d'avis, soit parce qu'il veut l'échanger contre un autre produit. On vend aussi beaucoup de mode et du coup, avec la mode, il y a des produits qui sont pas forcément de la bonne taille ou ça correspond pas forcément aux attentes. On encourage ça. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on veut créer le marché du e-commerce, on n'est pas là pour créer du chiffre d'affaires, un peu de chiffre d'affaires sur un an et ensuite s'en aller. On est vraiment là pour créer un marché. Et pour créer un marché, il faut créer une confiance. Et donc, je préfère très largement un client qui a acheté, qui s'est fait livrer et qui retourne son produit, donc qui sera satisfait et qui pourra revenir, qu'un client qui achète un produit, qui n'en est pas satisfait et qui ne reviendra pas. Donc
je pense que c'est ça qui est très important, c'est un marché qui est neuf, mais dans lequel un certain nombre d'acteurs s'inscrivent dans une perspective long terme. Et dans une perspective long terme, acquérir un client, ça coûte très cher en termes de marketing, et c'est pas en une commande que le client rembourse son coût d'acquisition. Donc, pour être rentable, pour pouvoir faire en sorte que ces entreprises soient pérennes, elles doivent faire en sorte qu'une fois qu'un client a acheté une fois, il soit transformé en client récurrent, qui reviennent une fois, deux fois, plusieurs fois, qui parlent en bien de l'entreprise, parce que c'est ça la clé pour développer ce marché qui a un potentiel gigantesque, mais à condition que les acteurs soient sérieux dans leur développement. Aujourd'hui, la confiance est en train de se construire, mais ça se détruit vite, la confiance. Ça met très longtemps à se construire, mais ça se détruit très vite, et on le voit. Des clients qui peuvent avoir acheté 3-4 fois, qui ne sont pas contents avec une de leurs expériences, peuvent tout de suite devenir des détracteurs. Et donc nous, on fait très attention à ça, que ce soit sur cette loi ce délai de rétractation, mais aussi beaucoup plus au long de la chaîne, on fait en sorte que les clients qui ne sont pas satisfaits, qu'on puisse corriger cette expérience et qu'on puisse faire en sorte que toute personne qui a affaire à nous puisse se dire, en fait, le e-commerce, c'est bien, ça marche. Si je suis pas content de mon produit, je peux le retourner dans un délai de 7 jours. Et qu'il s'inscrit vraiment dans une perspective long terme avec ce nouveau mode de consommation. Alors, on va revenir bien sûr sur le niveau de sécurisation, parce qu'on parle de manque de confiance. Alors, il y a le manque de confiance sur la sécurité des transactions, vous allez nous l'expliquer, mais il y a aussi le manque de confiance sur, finalement, l'activité en elle-même, la chaîne de livraison, la logistique, la présence du produit, la conformité du produit par rapport à ce qu'on a commandé. Mais avant qu'on arrive à ça, est-ce qu'on a suffisamment de données? J'imagine que vous, en interne, en tant que professionnel, comme n'importe quelle société, on fait des études de marché, on essaie d'avoir une typologie de clients. Est-ce qu'on sait aujourd'hui... Vous avez lancé cette étude, qui a duré 10 jours, vous avez interrogé 1000 personnes avec un échantillonnage. Bon, on va pas revenir sur les techniques d'études de marché, mais en gros... Mais est-ce qu'on a suffisamment, finalement, est-ce qu'on fait suffisamment d'études pour connaître réellement qui consomme ? Les hommes, les femmes, quand, à quel moment, leurs attentes, sur quel type de produit, est-ce qu'ils reviennent, est-ce qu'ils reviennent pas, la fidélisation, etc. Tous ces outils marketing qui sont utilisés par n'importe quel autre secteur pour avoir des cartographies, vous l'avez fait parce qu'on n'en avait pas? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de chiffres qui échappent à Maroc Télécommerce parce que c'est plutôt la partie paiement. Mais e-commerce, il n'y a pas que le paiement en ligne. Donc, la partie paiement offline qui représente quand même 80-90% sur la majorité des sites. Je pense que il n'y a pas mieux que ces sites eux-mêmes qui ont le profil des utilisateurs et qui peuvent sortir des informations qui ne sont pas basées sur des sondages, sur des petits échantillons. Mais là, c'est l'ensemble, peut-être l'ensemble de la base client de Jumia et des autres sites qui ont ces informations. Après, je ne sais pas s'il y a un partage, et c'est le rôle des associations, éventuellement. Je souhaite juste préciser, parce que quand on parle du paiement par carte bancaire, le comportement n'est pas lié juste à l'acte d'achat sur Internet, puisque nos cartes aujourd'hui, on les utilise aussi dans le commerce traditionnel. Et le paiement en ligne aujourd'hui, en termes d'activité, ne constitue que 8% de l'ensemble des opérations de paiement. Donc derrière, à chaque fois ce qui est bien, et on l'a dit plusieurs fois, sur l'ensemble des opérations de paiement faites avec carte, quoi. Voilà, Ça va avec les TPE dans les ou les commerces. GAB. Donc cela veut dire qu'à chaque fois il y a des transactions, il y a derrière des cartes des clients que les organismes qui gèrent ces opérations sont capables d'analyser, de traiter. Je pense que ça soit du commerce à distance ou du commerce, in fine, les comportements des gens sont les mêmes en termes de produits, de prestations qui est attendu. Donc des chiffres sur la monétique, ça existe parce que c'est tracé, sur la monétique de manière globale, dématérialisé, mais dès qu'on part sur d'autres sujets, il n'y a pas vraiment une analyse, une traçabilité ou tout ce qui est informel. Effectivement, tout peut nous échapper en termes d'indicateurs. Pour répondre à ta question, non, clairement, il n'existe pas de chiffres consolidés, transparents, inter-entreprises ou inter-secteurs. Donc, clairement, comme a dit Rachid, c'est éventuellement le rôle des associations, professionnelles ou pas, de remonter ces chiffres. Aujourd'hui, nous n'avons pas, malheureusement, un observatoire qui nous permette de dire que les chiffres, voilà exactement les chiffres du e-commerce. Parce que pour Maroc Télécommerce et le CMI font un très bon travail de publier les chiffres qui sont en leur possession, mais il faudrait regrouper donc tous les chiffres de tous les opérateurs de paiement et en plus même revenir chez les marchands pour avoir justement plus de palpabilité sur ce qui se fait. Après, maintenant, ce qu'on est en train de faire, par exemple, avec une association qui s'appelle Maroc Digital,
nous sommes en train d'étudier donc toutes les transactions qui ont été faites par carte sur un certain nombre de sites notoires. Donc sans les citer, mais les sites qui génèrent beaucoup de trafic et beaucoup de ventes. Donc on est en train d'étudier en fait les causes de rejet des transactions. Parce qu'on a aujourd'hui malheureusement un taux de rejet qui est très important et qui coûte beaucoup d'argent. 1 sur 2 1 sur 2 en moyenne. Une opération sur deux n'aboutit pas. Une opération sur deux n'aboutit pas. Donc, alors on va expliquer. Non, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles une opération n'aboutit pas. L'étude couvre donc. Moi, j'ai essayé aujourd'hui. C'est vrai que c'est la première fois que ça n'aboutit pas, la deuxième fois que ça n'aboutit pas. Non, dans le sens, il y a aujourd'hui des volontaires qui sont prêts à justement mettre à disposition leur base de données et leurs transactions, bon, clairement de manière complètement anonyme pour ne pas toucher la protection des données personnelles ou les données personnelles des gens. Mais l'objectif, c'est de faire en sorte d'avoir un premier observatoire. Donc on travaille, enfin Maroc Digital, une association, travaille là-dessus. Nous, en tant qu'APEBI, le relais qu'on peut donner, c'est éventuellement de prendre ces chiffres et de les diffuser aux différents écosystèmes dans lesquels on participe. Et je suis tout à fait d'accord avec toi qu'aujourd'hui, on pâtit de ce manque de chiffres. C'est-à-dire, on navigue, donc là, j'aimerais bien écouter ce que dit Julien, parce que c'est vrai qu'on navigue un petit peu. Alors Julien, c'est particulier, c'est bien qu'on ait ce plateau en entier, parce que c'est vrai que le premier, enfin, je ne sais pas si vous êtes le premier site, en tout cas c'est ce qui ressort de votre étude, après, en termes de chiffre d'affaires. En termes de notoriété. En termes de notoriété, c'est ce qui ressort de votre étude. Oui, Bastien nous dit que. Mais c'est quand même, le chiffre que je retiens, c'est quand même que vous êtes un site de vente par correspondance. C'est-à-dire qu'en gros, si non mais, je suis en train de faire le parallèle avec avant qu'il y ait Internet, il y avait on pouvait avoir des gros catalogues et commander par téléphone, c'est-à-dire que ça a migré vers Internet. C'est ça le futur du e-commerce, ou est-ce que vous projetez dans les années à venir en vous disant que la part de paiement en ligne, effective en ligne sur le site va augmenter, ou votre business model c'est vraiment de rester sur de la vente? Avec le temps, la part de paiement en ligne va augmenter. Mais aujourd'hui, on ne voit pas ça comme une nécessité court terme forcément, parce qu'on est plus dans l'optique de recruter des nouveaux clients, permettre au plus grand nombre possible de Marocains, où qu'ils soient, d'essayer le service du e-commerce. Donc aujourd'hui, vraiment, nos priorités, c'est des priorités d'assortiment, des priorités de prix, des priorités de service, donc qualité de la livraison, rapidité de la livraison, toutes ces problématiques-là. Le fait de faire basculer de prépaiement, de paiement cash à la livraison à prépaiement, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, mais c'est pas la plus grosse urgence pour nous. Aujourd'hui, on veut faire connaître le service, on veut permettre le plus facilement possible d'essayer les services d'achat en ligne pour permettre aux gens de l'essayer et de se rendre compte que c'est quelque chose qui inspire confiance et qui permet d'avoir. Il faut aussi voir ce que c'est que le e-commerce. C'est un système naturellement gagnant. Le e-commerce, ça permet à tout le monde, qu'il soit à Oujda ou à Casablanca, d'avoir accès à la même consommation et au même prix. Aujourd'hui, quand on est à Oujda, on n'a pas du tout le même accès à la consommation, à la même offre de consommation que quand on est au centre de Casablanca. Et c'est ça toute la puissance du e-commerce. Donc, nous, aujourd'hui, notre but, c'est vraiment de permettre au plus grand nombre de personnes d'essayer et ensuite de créer cette confiance, leur montrer que la livraison se fait, que les produits sont de qualité, et petit à petit, il y aura forcément un basculement. Mais c'est aussi, je pense que c'est aussi lié avec le taux de bancarisation, le taux d'utilisation. Alors justement, on va y arriver, mais avant qu'on arrive au taux de bancarisation, qui a bien évolué depuis une vingtaine d'années, et qui est en hausse, aussi le nombre de cartes qui sont en circulation. On va pas dire cartes de crédit, ce sont des cartes de débit aujourd'hui qu'on a. Juste pour faire un point, les cartes de crédit, c'est les cartes de crédit à l'américaine, mais la majorité des cartes qu'on a sur le marché sont des cartes de débit. Juste commenter le chiffre que nous a donné Mehdi El Afay par rapport à une opération sur deux qui est avortée sur le net. Vous confirmez ce chiffre? Et si vous le confirmez, qu'est-ce qu'il y a derrière? On ne peut pas le confirmer parce que les taux de rejet ils dépendent du contenu du site et des montants des transactions. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cartes bancaires mais qui ne connaissent pas la capacité de la carte en termes de paiement. On a l'impression que si on a 1 million de dirhams, bon je pense qu'on n'en a pas beaucoup des gens qui ont 1 million de dirhams, quand on a cette capacité de payer en ligne à hauteur de ce qu'on a.
Sauf que les cartes bancaires aujourd'hui... Payant en ligne 1 million de dirhams, on va acheter une maison. On a déjà traité des montants assez importants. Quand on a une carte bancaire, il y a des banques aujourd'hui qui donnent des cartes sans plafond et on peut acheter ce qu'on veut. Mais la majorité des cartes sont liées à des plafonds journaliers, hebdomadaires, et parfois c'est un plafond qui porte sur plusieurs types de transactions. Acheter en commerce ou Internet, c'est le même plafond qui est consommé, et le client ne sait pas ça. Donc on ne peut pas acheter un billet à 4000 dirhams quand on a une carte avec un plafond de 2000 dirhams. Donc le taux de rejet, forcément, il est plus grand quand les montants des transactions sont importants, il est moins sur des sites où les paniers moyens sont de 200 dirhams. Après, on ajoute une nouvelle composante qui a été instaurée. Alors, la nouvelle composante, de la sécurité. On fait une pause et puis on revient bien sûr sur le niveau de sécurisation, parce que les professionnels se plaignent du niveau élevé de sécurisation, mais d'un autre côté, est-ce que le consommateur se rend compte que la sécurité est au rendez-vous? On en parle juste après la pause. 304,9 milliards de dollars en 2014, c'est le marché du commerce électronique aux États-Unis. Ça c'est intéressant. Et si on regarde la Chine, c'est 13,4 trillions de yuan. Bon, un yuan, c'est 15 centimes de dollar. En vrai, j'essaie de... Il y a déjà 1 milliard de cartes émises en Chine, donc on peut imaginer ce que ça peut donner. On compare le comparable, et bien sûr, mais il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que la prévision du chiffre d'affaires e-commerce pour l'Afrique, en 2025, c'est 75 milliards de dollars. Pour l'Afrique en entier. Bon, après, ça, je vous ferai commenter ces chiffres-là. On était resté sur le niveau de sécurisation. Ça joue aussi pour beaucoup, parce qu'aux États-Unis, le niveau de sécurité, bizarrement, est plus faible que chez nous. Vous allez nous expliquer comment on regarde un sujet de Manal Ardari. Acheter ou ne pas acheter en ligne, la question tourmente un grand nombre d'internautes marocains. La protection des données personnelles freine encore leur confiance dans le e-paiement. Plus de 48% des internautes ne font que rarement confiance aux sites marocains. C'est en tout cas l'une des conclusions de l'étude réalisée récemment par l'Institut d'enquête et de sondage d'opinion Averti, en partenariat avec le spécialiste marocain de l'hébergement web Genius Communication. L'enquête a mobilisé 1000 répondants âgés de 16 ans et plus, répartis sur 40 villes marocaines. Globalement, 60% des interrogés confirment avoir confiance dans le paiement sur Internet, mais ils sont à peine 18% à franchir le pas, surtout pour régler les factures. Pour ce qui est des produits et services, plus de 45% des répondants n'ont jamais fait d'achat en ligne, alors que 13% effectuent au moins un achat par an. Pour rappel, la loi numéro 0908 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel vise à instaurer la confiance numérique et cybersécurité. Un point essentiel pour faire de l'économie numérique un véritable vecteur de développement. Alors, c'est vrai qu'on va parler de la sécurisation. On a eu encore quelques chiffres qu'on a déjà eu à travers votre étude. Alors, le niveau de sécurité aujourd'hui au Maroc, comment on le qualifie? Je viendrai vers Semira Gomi qui va nous expliquer de quelle manière sont sécurisées les transactions, avec l'apparition notamment du 3D Secure, avec un ensemble de jalons de sécurité dans une transaction. C'est un frein, le niveau de sécurisation. Lorsque on a ce chiffre 1 sur 2, on peut voir du côté des professionnels qui doivent se dire, j'en ai sondé quelques-uns qui nous disent, ah mais c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, et puis les gens se lassent et puis ils viennent plus acheter. Est-ce que c'est vraiment un argument qui tient la route aujourd'hui pour, on va dire, le manque de succès de certains sites en tout cas? Alors, clairement oui. Aujourd'hui, donc le taux d'une transaction sur deux, c'est pas un chiffre qui vient de Mehdi Rafahi, c'est un chiffre qui vient des professionnels sur des transactions réelles, où la problématique du plafond est une problématique qui constitue une partie très epsilon des taux de rejet. Donc la plus grande partie des rejets, ou la concentration du rejet des transactions sur Internet, aujourd'hui, elle est justement au niveau de la 3D Secure. Donc aujourd'hui, le niveau de sécurisé 3D Secure est plus contraignant pour les marchands et pour les acheteurs qu'il est là pour renforcer le dispositif sécuritaire, et je m'explique. On s'est rendu compte que la majorité de la perte dans les transactions, c'est très souvent la non-réception du SMS, ou alors des sites, donc comme il y a plusieurs systèmes qui sont interfacés les uns avec les autres, c'est très souvent un des systèmes qui tombe ou l'interface qui se passe pas très bien. Donc je ne veux pas trop m'étaler là-dessus parce que les chiffres vont être publiés par les personnes qui ont fait l'étude, et en fait l'objectif est vraiment d'identifier les freins et les sources de problèmes pour essayer de les régler une par une.
Et donc, maintenant, en termes de sécurité, la 3D Secure, quand on lit sur le papier, et c'est un très beau label, enfin, c'est une très belle norme. Maintenant, la mise en œuvre... Pour expliquer les 3D Secure, avant, on avait les cartes avec la bande magnétique. Oui. Et maintenant, on a les cartes à puce qui se sont généralisées avec un code que vous recevez par SMS et que vous devez rentrer. C'est ça la 3D Secure. Ça, c'est un frein. Je parle aux professionnels des sites. Ça, voilà, l'avortement d'opérations, c'est quelque chose que vous vivez. Est-ce que c'est un frein? Est-ce que vous le considérez comme un frein? Non, c'est pas un si gros frein. Je sais pas, peut-être que le chiffre d'une transaction sur deux, c'est le cas. Je sais pas, c'est des chiffres qu'on peut vérifier, mais quand il y a une transaction sur deux qui échoue, il y a beaucoup de clients, comme vous le disiez tout à l'heure, qui essayent de payer, ça passe pas, et qui réessayent. Donc à partir du moment où leur plafond est suffisamment haut, c'est comme quand parfois on va au restaurant, on essaye de payer par carte de crédit, la connexion passe pas, le paiement échoue, mais on réessaye. Et ça marche au bout de la deuxième fois. Voilà. Donc, ce sont les grands moments de solitude au restaurant. Exactement. Au moins derrière son ordinateur, il n'y a personne. Exactement. Mais c'est un peu le même fonctionnement. Donc, est-ce que c'est une transaction sur deux qui échoue réellement, ou est-ce que c'est une tentative sur deux qui échoue? Une tentative sur deux. D'accord. Clairement, mais donc dans la tentative, c'est une opération complète. Et en fait, les marchands qui ont produit cette étude, en fait, eux estiment que c'est un frein. Donc, sans citer des marques commerciales, estiment que c'est un frein parce qu'en fait, ils doivent après, derrière, essayer de rattraper la transaction quand elle n'est pas perdue, quand le client a dit, finalement, ça marche pas, ça plante. C'est un calcul qu'on fait par rapport aux pertes éventuelles de transactions qui n'ont pas abouti, mais il faut revenir à ce qui s'est passé il y a 2 ans, 3 ans. Si on n'avait pas implémenté ce mécanisme de sécurité, de toute façon, ces consommateurs qu'on va perdre dans le parcours n'existeront même pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas rassurés juste du fait d'utiliser la carte et quelques éléments. Donc, c'est quelque chose qui peut apporter quelques pertes dans le parcours, mais qui, de mon point de vue, a apporté beaucoup à la fois pour les marchands, parce que ça leur a permis d'être garantis au lieu d'être arnaqués sur un certain nombre d'opérations. Le seul problème, c'est que dans l'exécution de l'opération, c'est-à-dire la 3D Secure est excellente pour sécuriser les transactions par carte, parce qu'en fait, avant et aux États-Unis, typiquement, il suffit d'avoir les chiffres qui sont imprimés sur la carte devant et derrière pour faire la transaction. Par contre, aux États-Unis, ce qu'il y a, un ensemble d'outils de garantie et de dispositifs d'assurance, d'arsenal juridique qui font en sorte de protéger le consommateur. Donc clairement, on est un petit peu défaillant aussi par rapport à ça. Au Maroc, on a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet, mais après c'est plus l'implémentation de la 3D Secure qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas le concept qui est pas bon, le concept est excellent, mais la mise en œuvre n'est pas très bonne. Rachid David. En fait, on a posé la question aux gens qui n'ont jamais acheté sur Internet, quelles étaient les raisons. Premier élément, c'est la confiance dans la prévente. C'est-à-dire que les gens, s'ils n'achètent pas via la carte aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils ont pas confiance dans le paiement en ligne, mais c'est parce qu'ils veulent vérifier le produit. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils optent pour le paiement, le paiement à la livraison. Oui, parce qu'on paye sur pièce. C'est-à-dire on voit exactement ce qui arrive. Finalement, c'est pas vraiment la sécurité, mais la confiance. Et par contre, à ce niveau-là, le label Etiqa peut servir. Voilà, pour les rassurer par rapport à ce que le site marchand est bien conforme aux différentes règles et pour le rassurer que le produit va le recevoir tel qu'il a été consulté sur le site. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a fait le choix clairement de sécuriser au maximum les transactions sur Internet? Aujourd'hui, juste aux gens qui nous regardent, c'est vrai que c'est une vraie question que même on peut se poser à chaque fois. Est-ce que on est suffisamment protégé? Alors que ça soit sur le hacking de numéros de carte bancaire, est-ce qu'on est suffisamment protégé lorsqu'on achète sur Internet au Maroc? Bien sûr, aujourd'hui, on est suffisamment sécurisé. Le développement du e-commerce et du paiement en général a connu des étapes, puisque le lancement au début était basé sur une utilisation simple de la carte pour que le Marocain découvre déjà ce que c'est que d'utiliser la carte. Il fallait d'abord saisir quelques informations, ce qui n'était pas évident pour tout le monde. Donc au début, il n'y avait pas des mécanismes de sécurité, mais ça n'a pas rassuré les consommateurs. Donc il a fallu attendre quelques années pour aller sur un niveau de sécurité supérieur. Donc
quelques marchands peuvent avoir la perception qu'il y a une régression par rapport à leur volume, mais aujourd'hui, quand nous, on a analysé un petit peu la perception qu'a le consommateur par rapport au paiement, il est plus rassuré du fait qu'il y a ce PIN de sécurité comme ce qu'il avait sur le GAB ou sur l'équipement. Le concept lui-même, il est basé sur certaines composantes qui font qu'on ne peut plus aujourd'hui au Maroc, sauf, on va dire, dans la sécurité, il n'y a pas une sécurité à 100%, on ne peut pas utiliser une carte ou une partie de la carte pour passer des transactions à l'insu d'un autre utilisateur. Donc pour moi, ce système, il est verrouillé. Certes, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, et ça s'est passé aussi en Europe, le 3D Secure a été instauré en Europe en 2007-2008, c'est récent. Il y a une évolution en termes de techniques qui font qu'aujourd'hui, on n'est plus sur le 3D Secure, on est sur d'autres mécanismes et d'autres instruments tels que par exemple le mobile banking ou le e-banking. On peut faire aujourd'hui des opérations avec une facilité encore plus importante et avec une sécurité extrême. Même en termes de paiement, il y a les nouvelles techniques telles que ce qu'on appelle la tokenisation qui fait que je ne suis pas obligée à chaque fois de saisir mes coordonnées bancaires. Je peux demain acheter sur le site marchand, renseigner sur une plateforme sécurisée mes coordonnées et ne saisir par la suite ça me fait peur. que le SMS. Mais là, voilà. c'est un apprentissage. À chaque fois on dit, voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Alors en gros, voilà. Ça serait difficile et douloureux au début. Vous le faites une seule fois. Vous allez le refaire. C'est comme la première expérience où vous allez utiliser la carte. Aujourd'hui, vos données bancaires sont dans les systèmes bancaires dans tous les cas. Et c'est pas pour autant qu'il y a eu des incidents au Maroc. Donc, il y a une sécurité ou un apprentissage qui se fait progressivement. Il faut juste qu'il y ait un contenu parce que je ne pense pas qu'aujourd'hui, la problématique du développement du e-commerce est une problématique de développement d'instruments de paiement. Il y a assez de cartes, il y a assez de techniques de sécurité, il y en aura d'autres, il y a de nouveaux mécanismes et il faciliter. Maintenant, est-ce qu'on a le contenu qu'il faut? Il y a quelques sites aujourd'hui qui se distinguent et c'est malheureux que dans un pays comme le Maroc où le commerce est très développé, qu'on cite à chaque fois 5 ou 6 références. Moi, je pense qu'on devait avoir des centaines. On a à peu près combien de sites? En France, on va passer la barre des 200 000, des 200 000 sites marchands. Ici, on est à combien? Il faut d'abord... 600. Un peu plus de 600. S'ils sont actifs, qui utilisent le paiement en ligne, et maintenant il faut pouvoir les recenser et c'est vraiment des sites qui sont pas très souvent actifs. Donc il y a une vraie problématique de contenu. Moi j'écoutais Bastien tout à l'heure, je comprends qu'il y a un sérieux, un professionnalisme de la part d'une société, mais c'est pas forcément le cas des autres. C'est pas par manque de volonté, mais aussi par manque de moyens et de formation. Il y a beaucoup de gens qui mettent en ligne des sites et qui ne sont pas dans la capacité de dépenser et d'investir pour recruter des clients. Donc il y a un accompagnement qui est très défaillant aujourd'hui pour les entreprises qui souhaitent investir. Alors ce que vous êtes en train de me dire, si je vais poser la question à Bastien Moreau, c'était en gros une entreprise, enfin un site internet, c'est finalement une entreprise avec comme vitrine le site. C'est-à-dire derrière il faut une logistique, il faut une surface financière, il faut une vraie gestion, il faut des dépôts, j'imagine que vous en avez. Je veux dire, voilà, c'est de l'investissement. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui croient qu'on peut aller sur un site, voilà, on va juste créer un site dans sa chambre parce qu'aujourd'hui on peut le faire quasiment tout seul, mais c'est pas ça. Non, justement c'est pas ça, mais on a l'impression que c'est un business très simple. On a l'impression que c'est un site, tout le monde peut créer un site et tout le monde peut essayer d'attirer un peu de trafic. Donc il y a vraiment une image populaire très simplificatrice du métier de e-commerçant. Mais en réalité, quand on regarde un peu à l'intérieur, c'est très lourd. Vous le disiez, il y a la création du site, mais il y a aussi la création du contenu. Il y a le marketing. Donc c'est pas parce que c'est du marketing sur Facebook. Ça coûte moins cher qu'avant de faire un site. Oui. Faire un site, oui. mais l'entretenir, amener du trafic, c'est-à-dire qu'il faut investir sur des canaux marketing qui sont coûteux aussi. La logistique, c'est aussi très très complexe au Maroc comme dans beaucoup d'autres pays. Donc en effet, on a une logistique en propre avec des entrepôts, du stock. C'est des business très coûteux. Pour vous dire, aujourd'hui, on vient d'annoncer une levée de fonds pour notre groupe de 300 millions d'euros. C'est coûteux. Donc très facilement, on a l'impression... Pas seulement pour le Maroc. Non. Pour l'Afrique. Oui, voilà. Pour l'Afrique. On est présent sur Jumia, on est présent sur 11 pays en Afrique. Donc, mais c'est très coûteux, c'est très capital intensive et ça met longtemps. C'est des entreprises qui prennent du temps pour être profitables. On regarde le temps qu'Amazon a mis pour être profitable. Ils ont eu besoin de beaucoup
de financement et d'investissement. Et d'investissement en logistique, d'investissement sur le site, d'investissement en marketing. Donc on a l'impression que c'est très simple et c'est pour ça qu'on voit une multiplication des sites parce que c'est facile de lancer un site. En revanche, le faire fonctionner, y attirer des clients, créer une vraie expérience client et faire ce qui se passe après que le client ait cliqué sur acheter, qui est prendre le produit, le préparer, l'envoyer, le livrer au client final. Tout ça, c'est très lourd, c'est très coûteux. Et c'est un rien de virtuel. On parle d'investissement international. Malheureusement, aujourd'hui, on ne voit pas d'initiative d'investissement, de soutien qui vient en fait d'entreprises au Maroc qui soutiennent l'activité des marchands marocains. On ne voit que des expériences qui viennent de l'international avec un soutien international. Bon, alors, moi, en fait, je croise souvent beaucoup de porteurs de projets e-commerce. Enfin, ce que je remarque souvent, c'est qu'ils investissent sur l'e-commerce avec l'approche de l'ouverture d'un magasin offline. Donc, ils s'attendent qu'une fois le site, la plateforme est mise en ligne, ils vont commencer à avoir du trafic. Alors que c'est pas exactement la même chose. Donc, il faut investir sur le marketing pour driver du trafic. Et souvent, donc, il faut que le programme d'investissement ne soit pas égal au coût de la plateforme. Il faut vraiment prévoir beaucoup donc d'achat de trafic, de campagne marketing pour driver les visites sur le site et ensuite les convertir. Donc peut-être mon conseil pour les petits porteurs de projets éventuellement, c'est s'ils ont une idée intéressante, ils peuvent éventuellement l'essayer sur une marketplace où ils ont déjà la plateforme, ils ont une certaine visibilité. Et si ça marche, à ce moment-là, ils peuvent lancer leur propre plateforme. Moi, j'aimerais rebondir sur l'aspect sécuritaire que tu as évoqué tout à l'heure. Vous avez évoqué tout à l'heure. Donc clairement, sur la transaction de paiement par carte, les sécurités sont là. C'est-à-dire que, comme l'opération est complètement tracée, il est facile de pouvoir avoir un recours en cas d'un problème, s'il arrive un problème. Mais par contre, sur le reste, c'est-à-dire, est-ce que le site sur lequel vous allez rentrer vos données personnelles, est-ce qu'il va respecter votre confidentialité? Est-ce qu'il ne va pas juste prendre cette base et la vendre à quelqu'un d'autre? Donc c'est un aspect. Est-ce qu'il va respecter le droit de rétractation? Est-ce qu'il va respecter le code de la publicité sur le web? Est-ce qu'il va respecter un ensemble de guidelines? Et Etira, c'est ça. Donc juste pour essayer de bien préciser la chose, Etira, c'est pas un objet magique c'est pas Etira qui va révolutionner l'internet au Maroc, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est juste, donc d'une part, d'asseoir une culture de qualité chez les marchands, parce qu'en plus de tout ce qu'a dit Bastien, il y a aussi l'aspect satisfaction client, parce que c'est ça le vrai edge du e-commerce, c'est qu'on peut mieux satisfaire le client sur e-commerce qu'on le fait sur le commerce traditionnel. Donc on peut offrir des prix inférieurs, on peut garantir des niveaux de service et un service après-vente qui est normalement supérieur à celui qu'on offre sur le offline, et d'autres aspects qui sont purement métiers, qui font que le e-commerce, bon, c'est clairement l'avenir au Maroc, c'est le présent déjà au Maroc, c'est partout dans le monde, c'est en ébullition. Donc ça, sur l'aspect sécuritaire, je pense qu'en tout cas par rapport aux aspects transaction, paiement par carte, la 3D Secure, malgré qu'elle est un petit peu défaillante, c'est-à-dire dans l'implémentation, a beaucoup sécurisé la partie paiement. Maintenant, pour, je pense, accroître de manière drastique, c'est ce qu'on a besoin au Maroc, d'accroître de manière drastique la confiance du consommateur et pour le pousser et l'inciter à acheter en ligne, eh bien, il faut qu'il y ait d'autres prérogatives qui soient prises par le marchand. Donc, notamment de respect de la loi et de respect des... Moi, je pense d'abord, quand on parle du commerce, il faut faire du commerce, il faut avoir du contenu qui intéresserait le consommateur et sur des expériences ponctuelles, on l'a vérifié. Quand il y a du contenu, quand il y a un prix intéressant, les gens oublient la sécurité, oublient tous ces prérequis. Donc est-ce qu'il n'y a pas assez d'offres aujourd'hui? Il n'y a pas assez d'offres sur les sites internet? Ce marché, ce n'est pas un marché qui est industrialisé en termes de contenu. Le lancement de sites e-commerce qui se distingue et qui dure dans le temps est assez rare aujourd'hui et de plus en plus. Donc ce n'est pas un marché qui est assez développé et la présence des sociétés qui existent aujourd'hui, qui ont une marque établie sur le marché, est assez rare sur le net. Donc ce qui serait bien, c'est que ces entreprises déjà aient une présence sur le net.
on ne voit que des pure players et rarement du commerce physique qui se transforme vers du commerce e-commerce. Et ce sont des commerçants qui existent parce que pour un consommateur qui a l'habitude de voir une marque déjà dans la rue, je pense qu'il la reconnaîtra quand il la verra sur Internet. Donc il y a eu des initiatives de sites d'électroménager et autres, mais peut-être ils n'ont pas la technique qu'a les pure players. C'est ça qui est très intéressant. Moi, on travaille beaucoup avec des grandes chaînes de distribution physique, offline. Et quand on va les voir, quand on discute avec eux, même s'ils sont vendeurs sur notre site, sur notre marketplace, ils ont tous un peu la tentation de se dire bah, ça a l'air facile, ça fait des très gros volumes et donc on va se lancer nous-mêmes. Et beaucoup d'entre eux ont commencé à essayer de lancer leur site, ont commencé à mettre en place leur site en se disant bah, on va pas passer par Jumia, on va essayer de le faire aussi en parallèle tout seul. Et moi, à chaque fois qu'ils me parlent de projets comme ça, je leur dis oui, allez-y. Allez-y, faites-le, parce qu'au moins vous allez comprendre la valeur ajoutée de ce que je fais. C'est très compliqué, c'est très coûteux. Il faut les deux. Il faut qu'on ait aussi notre hypermarché ou supermarché en ligne et qu'on puisse faire nos courses en ligne. Il faut qu'on retrouve ces marques et du contenu, parce qu'on ne peut pas acheter que du matériel informatique ou autre. Il faut qu'on puisse acheter tout et n'importe quoi, comme dans la vie réelle. Nous, ce que je veux vraiment, notre modèle, c'est on est un mall. Et dans un mall, il y a des magasins. Et il y a des magasins d'électroménager, il y a des magasins de mode. C'est le principe de marketplace à la Amazon, c'est que les magasins, au lieu d'ouvrir leur propre site, peuvent ouvrir leur site à l'intérieur du mall avec leur branding, leur image de marque. On a même des pages qui sont à l'image des marques. Pour expérimenter, pour regarder un petit peu déjà la perception des consommateurs. Alors, j'aimerais passer de l'autre côté. On va revenir sur le consommateur, mais avant de l'autre côté. Il y a les porteurs de projets. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez parlé d'incitation, est-ce qu'aujourd'hui, le porteur de projet, celui qui va lancer son site, est-ce qu'il est suffisamment protégé lui aussi par rapport aux consommateurs qui sont en face? Je m'explique, il reçoit un paiement, si il y a une opération qui n'aboutit pas, ou qu'il y a une fraude à la carte bancaire, qu'il y a une plainte, est-ce qu'il est suffisamment lui protégé pour se dire j'ai un business model qui est sécurisé à mon niveau, qui me dit que moi je vais pas livrer un produit et que après le montant qui m'est payé sur Internet n'est pas, parce que ça se fait pas automatiquement, c'est-à-dire ça passe par les plateformes de paiement. J'imagine qu'il y a une validation, si on rentre dans les tuyaux, si on rentre dans la matrice, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce qu'il y a des défauts de paiement au niveau des opérateurs qui font que il y a des gens qui se disent écoutez, moi je vais arrêter parce que c'est trop risqué. Justement, il y en avait avant d'instaurer le principe. C'est-à-dire ça protège les deux côtés, hein, on est bien d'accord. Exactement, ça apporte beaucoup aux marchands parce qu'il y a 2 ans, 3 ans, il y avait beaucoup de fraudes venant du marché local en utilisant des cartes internationales. Et après l'instauration de 3D Secure, je peux m'aventurer en disant qu'on a presque 0 fraude sur les cartes marocaines. Donc je peux lancer mon site et j'ai une garantie de paiement en temps réel. Quand je paie en ligne, le marchand a une garantie du CEMI et de la banque. Et c'est très important. Donc, il peut livrer son produit en toute sérénité. C'est très important. Donc, sur ce volet-là, je pense que pour les porteurs de projets, c'est quelque chose de très important. Peut-être même de commencer par le paiement en ligne avant de pouvoir s'engager dans des livraisons qui peuvent être défaillantes. Mais le porteur de projet a besoin d'être formé sur les bonnes techniques. Peut-être il a besoin de financement parce qu'il ne peut pas résister 3 ans, 4 ans en attendant un retour sur investissement. Et c'est là où il y a une défaillance. Dans d'autres pays, il y avait des pépinières ou des projets parce que le e-commerce était considéré pas comme une activité classique, mais comme du recherche et développement. Donc il y a des mécanismes d'appui en termes de fiscalité pour soutenir ces petits projets 3 ans, 4 ans avant qu'ils puissent vraiment se développer. Aujourd'hui, tous ces projets-là fiscalement sont considérés comme n'importe quel autre type de société. Avec des risques plus importants et avec un marché qui n'est pas aujourd'hui mature, qui garantit le succès de cette aventure. Alors là, je vais juste revenir sur vous vouliez dire quelque chose? Un tout petit mot très rapide. Oui. Clairement, le e-marchand marocain est une entreprise comme les autres. C'est-à-dire une SARL, une SA ou autre, c'est-à-dire qui est assujetti exactement au même type de code de commerce que l'ensemble des entreprises. Donc ça, c'est important de le souligner. Donc aujourd'hui, il y a des fonds d'investissement au Maroc qui sont là pour soutenir l'innovation. Donc ils fonctionnent plus ou moins correctement, sans les citer. Alors aujourd'hui, on a approché des banques pour leur dire est-ce que les banques marocaines vont mettre en place des instruments pour accompagner l'innovation ou accompagner les e-marchands en règle générale.
Et donc clairement, quand on parle à un start-upper, quelqu'un qui est juste dans un mode de définition de projet, eh bien les critères de risque des banques n'acceptent pas de financer ce type d'activité. Donc ça, c'est l'état des lieux au Maroc, parce que la banque a un système de risque qu'elle doit respecter, parce qu'il est dicté par Banque Maghreb. Et donc, alors, on a au Maroc de plus en plus de venture capitalistes, des gens qui viennent, capital risqueurs, qui viennent et qui investissent sur des projets et des startups. Maintenant, quand pas assez. Pas assez, mais il y en a de plus en plus, et puis il y en a de plus en plus des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde pour financer des startups marocaines. Maintenant, la banque, elle dit qu'une fois que les critères de risque de la banque sont remplis, rien n'empêche que la banque puisse financer une partie de l'activité. Mais pour ça, il faut donner les garanties et suivre la procédure de la banque par rapport à ça. Alors, Rachid Davi, est-ce que les sites marchands sont adaptés au mode de consommation et d'utilisation d'Internet? On est à plus de 1/3 de Marocains qui sont aujourd'hui équipés de smartphones et on va dire que ce taux d'équipement va aller de manière grandissante avec le recyclage des anciens modèles de smartphones, sans citer de marque, dans l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui les sites, est-ce qu'on consomme plus l'Internet sur les smartphones? Est-ce que les sites justement marchands sont adaptés à l'utilisation par smartphone? Je vous pose la question à tous les deux. Je ne sais pas si vous avez, vous, une indication par rapport à ça. Est-ce que vous savez si les gens utilisent plus, achètent plus sur votre site à travers un smartphone ou alors avec que ça soit un ordinateur portable ou alors on a posé la question sur le support de connexion Internet. En première place, c'est le PC portable chez 55%, suivi par le mobile, et ensuite l'ordinateur fixe et la tablette. Mais si on combine entre la tablette et le mobile, donc ça représente quand même un chiffre assez intéressant. Ensuite, donc il y a aussi des gens qui consultent, qui cherchent le produit sur smartphone, et au moment de la transaction, donc quand ils achètent sur Internet, elles se mettent sur leur PC pour passer la commande. Je ne sais pas si ça rejoint. Oui, tout à fait. Ça oriente les stratégies, ça change, c'est-à-dire même dans la manière de présenter les choses, la manière le contenu qu'on met. C'est tout l'objectif de l'étude, c'est de présenter notamment aux futurs porteurs de projets pour s'adapter au marché en fonction de ces chiffres qu'on présente. Et les habitudes sont vraiment différentes. Aujourd'hui, ce qu'on voit au Maroc, sur Jumia par exemple, 40% du trafic est mobile. 40% du trafic se fait sur smartphone et c'est en pleine explosion. Et on voit le nombre de smartphones qu'on vend, mais aussi qui se vendent tous les mois. C'est gigantesque. Donc il y a vraiment une explosion de la pénétration du smartphone, une explosion du trafic mobile. Et après, ce qui est intéressant, c'est que ça dépend vraiment de l'heure de la journée. Le trafic sur ordinateur, donc les visites sur ordinateur, se font pendant l'heure du bureau. Ah oui, c'est vrai. Pendant le bureau, il y a la pause déjeuner, donc les gens commencent à se connecter sur le smartphone, ils reviennent au travail. Je suis naïf, j'ai dit le soir. Et ensuite, le soir et le week-end, c'est sur mobile, c'est sur tablette. Mais vraiment, le smartphone, c'est un game changer, c'est un accélérateur, et il y a bien sûr une adaptation des entreprises à ça. Aujourd'hui, c'est impossible de créer un site commerçant, un site e-commerce, sans avoir une version desktop et une version mobile. Et même au-delà, il y a plusieurs sites internationaux qui ont fait le pari, qui ont fait le choix, parce que c'est pas vraiment un pari, de se dire qu'ils allaient complètement fermer leur version sur ordinateur pour se concentrer exclusivement sur le mobile. Parce que ça sera dans très peu de temps, la part du trafic et de la consommation sur Internet se fera plus sur ordinateur. Est-ce que ça a un impact sur le paiement en ligne? Je pose la question aussi. Entre être connecté à un réseau Wi-Fi qu'on peut peut-être percevoir comme fixe, on sait que ça va pas couper, même s'il y a des débits qui vont... ça, on peut en parler une autre fois, mais que de se connecter à travers la 3G ou la 4G, est-ce que le système de sécurisation est le même qu'on soit connecté à travers un Wi-Fi ou à travers le réseau 3G et 4G? C'est le même. C'est le même mécanisme. Même. Maintenant, en termes de contenu ou de prestation, c'est vrai que ça dépend aussi du type de la prestation. Et ça, on l'a remarqué, par exemple, chez les opérateurs télécoms, quand il s'agit de payer des factures et autres, la progression du taux d'utilisation mobile pour payer les factures est plus importante que l'ordinateur et il y a une accélération. Par contre, quand on regarde des transactions e-gov, par exemple, toutes les opérations qu'on a traitées, que ce soit avec la TGR, taxe d'habitation ou vignette, où il faut imprimer un document et on a envie de toucher ce document, on va le faire plus sur e-banking ou sur le site plutôt que sur le mobile, parce qu'en général sur le mobile, on n'a pas la possibilité d'imprimer
le document. Ceci dit, le comportement de l'internaute, il a été même pris en considération par les banques, puisqu'on voit aujourd'hui que toutes les banques aujourd'hui se positionnent sur ce qu'on appelle mobile banking, puisqu'ils ont envie de développer une relation avec de nouveaux clients, des jeunes qui sont mobiles, donc les produits et les services bancaires vont de plus en plus être suggérés, proposés, et les opérations vont être exécutées sur le mobile. Donc il y a une très forte croissance du e-banking sur mobile qui va être accélérée de plus en plus. Alors, je vous ai pas lu toutes les réactions qu'on avait sur les réseaux sociaux. J'en ai une de Mohamed qui nous dit le e-commerce restera limité en l'absence d'un arsenal juridique apte à défendre les transactions. Ça, on en a parlé, notamment de la loi de protection sur le consommateur. Et Khadija qui nous dit pourquoi la stratégie nationale e-Maroc lancée en 2005 jusqu'à présent n'a pas donné ses fruits. Ça, c'est en gros ce que toute la stratégie. On va pas aller dans ce débat-là, on n'a pas le temps, mais ça m'amène à parler aujourd'hui tout l'environnement. Aujourd'hui, vous parliez du paiement des impôts sur Internet. Là, en 2017, la télédéclaration va être généralisée à toutes les entreprises. C'est déjà le cas cette année. Les entreprises qui font un chiffre d'affaires de 10 millions de dirhams et les professions libérales 1 million de dirhams. Tout cet environnement, c'est bon pour vous? C'est-à-dire qu'en gros, que ça fasse prendre conscience aux Marocains, en tout cas une partie, on va dire, formelle des Marocains, si on peut l'appeler comme ça, par rapport à des services gouvernementaux, au paiement des impôts, ça va mettre un déclic en se disant, bah voilà, finalement, on est passé de l'autre côté. Ça change les habitudes et c'est petit à petit qu'on se familiarise avec ce nouveau média, ce nouveau mode de connexion, mais bien sûr, tout aujourd'hui pousse vers une pénétration de plus en plus intense d'Internet. Avant, il y avait un vrai blocage qui était le fait que Internet, ça passait par un ordinateur. Ça passait par un fil qu'il fallait brancher à son ordinateur et une connexion fixe. Et avec le bruit, je me rappelle plus ce bruit-là. On l'a plus ce bruit-là. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment la préhistoire. On arrive au dernier minute de l'émission. Un chiffre, très, très rapidement avant qu'on coupe. L'opération Vignette, il y a eu combien de paiements en ligne de la Vignette? Je parle du paiement électronique en prenant en compte tous les canaux, le GAB. mobile banking, 10%. 10%. Et c'est un bon chiffre? C'est un très bon chiffre. C'est un bon chiffre. Voilà. Qui va évoluer forcément l'année prochaine, on espère. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour mieux comprendre le commerce électronique. Excellente soirée sur Média TV, la rediffusion à 22h40 si vous nous avez pris en route comme d'habitude et je vous dis à demain.